Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui chez le président du MPR que vous connaissez tous, monsieur Choguel Kokala Maïga. Bonjour monsieur Maïga. Bonjour. On a lu votre livre, qui est là comme ça, un livre fantastique qui s'appelle Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Voilà, le livre est là comme ça, un livre fantastique. De 400 pages, 450 pages, voilà exactement. Un livre fantastique qui est vraiment... il y a beaucoup d'informations dedans. On va parler un peu de ce livre, si vous le voulez bien. À la page 87 de ce livre, eh bien, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que du 4 au 10 juillet 1960, le commandant du cercle de Gao à l'époque, Bakara Diallo, il s'est rendu à Kidal, pour entre autres s'entretenir avec Ater Agili sur les difficultés rencontrées par l'administration. Au cours de l'entretien, Ater Agili a fait savoir que sa tribu tenait au statut particulier que la France leur avait octroyé en 1907. Alors si depuis 1907 déjà la France avait octroyé un statut particulier aux Touaregs, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de mauvaise gouvernance? Non, pas du tout. Vous savez, en réalité, chez nous, on essaie de donner des explications, sinon des justificatifs de la rébellion, qui n'en sont pas. La recrudescence de la rébellion n'est pas due totalement à la mauvaise gouvernance. Ce livre, d'abord, nous l'avons écrit pour restituer un certain nombre de vérités. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que sur les rébellions, toute la documentation, d'une façon générale sur le Nord, toute la documentation écrite en général par des écrivains, des anthropologues, des historiens, des chercheurs français, dont la plupart sont des sympathisants des mouvements séparatistes. Et donc c'est leur version qui est véhiculée auprès des diplomates, dans les universités, dans l'intelligentsia. L'État malien n'a jamais construit son propre discours et donné sa propre explication de la République. C'est pourquoi on a décidé d'écrire ce livre. Et les arguments que les mouvements rebelles avancent en général sont de trois ordres. D'abord, ils vous disent que le Nord, c'est le pays de leurs ancêtres, qui serait colonisé par les Maliens du Sud. Ils veulent le libérer. Pourquoi les MNLA s'appellent Mouvement National de Libération d'Azawad. Ils vous disent qu'en 1959, à la veille des indépendants, leurs ancêtres auraient demandé à travers une pétition signée par 300 personnes au général de Gaulle de leur donner l'indépendance en dehors du reste du Soudan. Ils vous disent ensuite que c'est parce qu'ils sont marginalisés, ils ne sont pas dans le jeu institutionnel qu'ils se rebellent. Ils vous disent ensuite que c'est parce qu'il n'y a pas de développement au Nord. Voilà les 4 arguments qu'ils avancent, mais qui sont tous des pseudo-arguments. La vérité, c'est que les rébellions successives qui ont eu lieu au Mali ont des justificatifs, des explications très claires. Et l'une des explications de la première rébellion, c'est ce que vous venez de toucher. En vérité, la première rébellion n'était pas pour diviser le Mali. Ce n'était pas une rébellion sécessionniste. C'est une rébellion essentiellement orchestrée, initiée par la tribu des Ifowas, qui voulait préserver les avantages féodaux que l'administration coloniale leur avait octroyés pendant près de 70 ans. De quoi s'agit-il? C'est que lors de la pénétration coloniale, au moment où les Français arrivaient au nord, dans les années 1900, il se trouvait que le rapport des forces au nord était tel que c'est la tribu des Oulimeden et les Kunta qui dominaient la zone. Les tribus des Oulimeden et des Kunta. Les Oulimeden, c'est des Touaregs, les Kunta, c'est des Arabes. La tribu des Ifovas était dans une situation de suggestion. C'est-à-dire qu'en sorte une tribu vassale, ils étaient rasiés, ils payaient des impôts. Et donc, ils ont trouvé dans l'administration coloniale française un allié. Ce qui fait qu'ils se sont ralliés à l'administration coloniale française dès les premières heures. C'est pour cela que les Français, en récompense ou en tout cas pour administrer la zone à leur guise, ont pris ce qu'on appelle la Convention du 15 septembre 1907, la Convention de Bourem, qui dit dans une de ses parties expressement que l'Adra des Ifogas appartient
aux IFOGAS et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. Fin de citation. Vous comparez ça à ce qui s'est passé en 2013 quand la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal, a été ramené dans les fourgons de Serval, les MNLA de Ouagadougou et de Nouakchott, a pris une partie des Ansardines pour les transformer en Assyria pour les installer à Kidal. Donc la drague des IFOGAS appartient aux IFOGAS et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer les Français, les Tchadiens, l'amunissement et l'armée française unie. Donc vous comprenez très bien ce qui se passe en 2013 n'était pas par hasard. Donc c'est cette situation, donc à partir de la chute de la Confédération de Olymèden en 1916, la France a créé un statut spécial pour les IFOGAS, qui les a mis au-dessus des autres tribus. Donc une classe sociale a été créée de toutes pièces et qui a eu tous les privilèges, des droits sur les autres, des relations de servage, d'esclavage par rapport aux autres tribus touareg. Au lendemain des indépendances, les IFOGAS ont voulu préserver ce statut particulier. Le gouvernement de Modibo Keïta, au lendemain des indépendances, qui était représenté par le commandant de cercle Bakara Diallo à Gao, les a rencontrés et leur a dit que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est dans un État indépendant, tous les citoyens doivent avoir les mêmes droits. Ils voulaient garder les droits d'esclavage, de servage, la féodalité sur les autres tribus, les Ingad, les Ibnan, les Bella et les autres. Voilà la cour de la première république. Elle n'avait rien à voir avec des questions ni de développement, ni de territoire, ni de ceci, ni de cela. Et ça, c'est une vérité historique qu'il fallait rétablir. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas une mauvaise gouvernance forcément qui fait que... D'accord, merci pour avoir répondu à cette question-là. Vous dites quelque part dans votre livre que, un magnifique livre, je le dis toujours, c'était un fantastique livre, il faut vous l'approprier, il faut vous le chercher. Vous dites que l'ancien président, le général Moussa Traoré, voulait appliquer le multipartisme, mais qu'il en a été empêché. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît? Vous savez, en 1989, dès après la chute du mur de Berlin, les évolutions dans le monde indiquaient à tous ceux qui analysaient que le système libéral allait s'imposer partout dans le monde. Et c'est d'autant plus que le système des partis uniques, en son temps, s'était généralisé dans le monde en s'inspirant du modèle soviétique. Et donc que les gouvernements soient des gouvernements socialistes, libéraux, c'était partout les partis uniques. Et l'explication, sinon la justification en son temps, c'était la construction des États-nations pour éviter que les considérations d'ordre ethnique, d'ordre tribal ne divisent les pays. C'était en tout cas l'explication qui avait été donnée en son temps. Elle vaut ce qu'elle vaut. Et donc les partis uniques n'étaient pas une création de Moussa Traoré. Par contre, à partir de 1989, il y a eu des évolutions dans le monde. Ce qui fait que à la conférence des cadres de l'UDPM, l'Union démocratique du peuple malien de Moussa Traoré, en décembre 1989, le président a été interpellé par un cadre sur la question de la démocratie pluraliste. Et le président a demandé l'avis des cadres. Ce jour-là, c'est le secrétaire général de l'UNTM, Bakary Karambou. Les enregistrements existent à l'ORTM, parce que tout ce que j'ai dit est documenté. C'est lui qui a pris la parole le premier pour dire au président Moussa qu'il se rappelle du multipartisme dans les années 40-50, comment ça divisait les Mali. Le PSP et les RDA, leurs militants prenaient des couteaux, des coupes-coupes, ils s'entretuaient en ville. On a eu des drames ici. Les responsables politiques ont été éliminés de la scène politique. Beaucoup de sang a été versé. Donc, si Moussa avait amené le multipartisme au Mali, ça se fera sans eux, autrement dit sans UNTM. Décembre 89. En mars 90, le président Moussa, sentant les évolutions, a demandé qu'on organise un débat à une conférence des cadres, qu'ils ont appelé le débat « L'exercice sur la démocratie au sein du parti ». C'était ça le thème. Mais qu'il faut ouvrir ce débat à tous les cadres maliens, y compris ceux qui ne sont pas dans l'UDPM. C'est à cette occasion que beaucoup de cadres de l'opposition sont devenus célèbres. Ils ont pris la parole à cette conférence le 31 mars 1990. Ali Noum Diallo a pris la parole, Soumeilou Boubemega a pris la parole, Madansi Kagetoussa a pris la parole, Mohamed Lamine Traoré a pris la parole, Iba Ndiaye a pris la parole. Certains sont rentrés dans l'histoire à partir de
Mais c'est une conférence des cadres de l'UDPM. Or, il n'était pas dans l'UDPM. Si c'était de la dictature corrompue et sanguinaire, comme ils le disent, il ne peut pas venir. La preuve, c'est que moi, je ne peux pas aller dans une conférence de l'ADEMA après le 26 mars, n'étant pas leurs militants, pour aller les critiquer. Même des militants de l'ADEMA, en 1993, ceux qui ont écrit un document qu'ils appellent le Manifeste pour la patrie, mais on leur a interdit l'accès à leur congrès. Alors, donc, c'est une parenthèse que je dis. Mars 90. À partir d'avril, mai, juin 90, beaucoup de corporations se sont levées pour exiger l'ouverture politique. Les syndicats, l'UNTM a changé de discours, de stratégie. Ils ont fait un conseil national extraordinaire qui demande parti. Le barreau, la MDH, ainsi de suite. Au mois de juin 90, il y avait un conseil national de l'UDPM où les gens ont perdu beaucoup de temps pour adopter l'ordre du jour. Parce qu'une bonne partie des cadres voulaient qu'on inscrive l'instauration du multipartisme pour l'adopter immédiatement. Et comme il n'y avait pas d'accord entre les cadres, le président Moussa a renvoyé la question à une session extraordinaire du mois d'août 90. C'est là qu'il a pu mettre les gens d'accord pour qu'on tranche définitivement la question. Malheureusement, le 29 juin 1990, la guerre a éclaté au nord. Et donc lorsqu'on est arrivé au Conseil national du mois d'août 90, alors même que la majorité des sections de l'UDPM voulaient aller au multipartisme, le président a dit, attention, le pays est en guerre. Je ne peux pas faire une réforme constitutionnelle alors que le pays est en guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le parti unique était inscrit dans la Constitution. Donc il fallait faire une réforme constitutionnelle. J'ai fini la guerre, on fait les changements. La guerre a duré 2 mois, parce que la guerre a éclaté le 29 juin. Après avoir analysé la situation, le 16 juillet, le président a donné des instructions pour terminer avec la rébellion, en tout cas sur le plan militaire, en 90 jours. En 58 jours, le ministre de la Défense a rendu compte pour dire que la rébellion est vaincue militairement. Le 12 septembre. Donc normalement, à partir de ce moment, on devait accélérer le processus d'ouverture politique. Je pense personnellement que l'une des erreurs qui a été faite, de ne pas avoir accéléré le processus. Parce que la volonté existe, les outils existent, le parti était d'accord. Entre-temps, je pense que le président est rentré en négociation avec ceux qui restaient de la direction de la rébellion. Il voulait certainement parachever ce processus-là. Et l'une des erreurs, je dis au passage, c'est qu'on n'a pas accéléré le processus, mais on ne communiquait pas non plus pour expliquer. Parce que qu'il voulait terminer les négociations avec les mouvements rebelles, qui ont fini finalement ceux qui restaient des mouvements rebelles, parce qu'il a dit que malgré qu'ils sont vaincus militairement, il faut quand même leur poser des questions s'ils ont des revendications politiques qu'on peut prendre en charge. C'est ce qui a abouti aux accords de Tamaracet qui ont été signés le 6 janvier 1990. Maintenant, entre-temps, les associations et les mouvements qui revendiquaient le multipartisme ici et maintenant se sont créés. Et donc les contestations ont commencé. Et à partir de janvier, en vérité, le multipartisme n'était plus l'enjeu. Parce qu'au niveau du parti, c'était devenu clair, sur 52 sections du parti, les 46 avaient clairement opté pour le multipartisme. Donc il n'y a plus de débat. La direction du parti est à l'unanimité d'accord pour le multipartisme. Toute la question, c'est quand est-ce qu'il faut déclarer le multipartisme. Les opposants ont demandé que Moussa le déclare. Le président Moussa, dans son raisonnement, dit ceci. Il dit que lorsqu'ils ont fait le coup d'État en 1968, l'une des raisons qu'ils ont avancées, pour justifier le coup d'État, c'est que le président Modibo Keïta avait violé la Constitution en dissolvant l'Assemblée nationale, en dissolvant le groupe politique du RDR, en faisant 8 ans au pouvoir sans faire d'élection. Donc, il ne peut pas, lui, dans une déclaration, changer la Constitution. Il y a la procédure par laquelle cette Constitution a été adoptée. Ils vont au congrès de l'UDPM qui va voter la déconstitutionnalisation du parti et immédiatement, les députés allaient voter la déconstitutionnalisation du parti et à partir du 1er avril, les partis devaient être créés. Je pense que cet agenda, c'est pas que je pense, je sais que cet agenda a été consolidé par des documents comme un projet de constitution, un projet de charte des partis, un projet de code électoral, un projet de calendrier de transition de 9 mois. Parce que le mandat du président Moussa se terminait en juin 1991. Il a donc dit qu'on ne peut pas demander aux gens de créer leur parti au mois de juin et aller à des élections, créer les partis en avril et aller à des élections en juin. Donc proposer une transition de 9 mois à l'opposition à négocier.
ce calendrier, plus même un schéma d'ouverture du gouvernement d'union, ces documents-là, il les avait, il les a transmis aux dirigeants des mouvements de contestation, les mouvements politiques. Mais la triste réalité. Donc tout ceci a été fait, mais malgré ça. La vérité, c'est que ce qu'on appelle les acteurs du mouvement démocratique, je pense honnêtement, certains d'entre eux, je ne dis pas tous, parce que la revendication de l'ouverture politique, de la justice sociale, de l'emploi pour les jeunes, d'une meilleure école, je ne vois pas de Maliens qui étaient contre. Et ceux de l'UDPM étaient d'accord avec tout ça. Mais on a mis des revendications maximalistes pour qu'il n'y ait pas d'accord, bloquer les choses, parce qu'il y avait des éléments dans le mouvement insurrectionnel qui avaient un agenda. Il fallait s'emparer du pouvoir à tout prix. Et ils étaient en relation avec des militaires. Ça a été expliqué après. Au procès de Moussa, il y a un homme politique que personne ne peut suspecter d'être un proche de Moussa. C'est Cheikh Oumar Sissoko, pour ne pas le nommer. Il dit que Moussa Traoré voulait leur offrir le multiparti sur un plateau d'argent. C'est enregistré, c'est à l'ORTM. Mais qui n'en voulait pas. Quand le président Moussa est tombé, le vice-président du CTSP, Boïse Traoré, paix à son âme, quand les mouvements des étudiants ont repris en 92-93, mais il a dit que dès la chute de Moussa, il a demandé qu'on dise la vérité aux jeunes, que ce qu'ils exigeaient de Moussa, et les syndicats et les étudiants, ni Moussa, ni personne ne peut le faire. Qu'en fait, ces revendications étaient mises sur la table pour créer le blocage parce que l'objectif c'est de renverser le régime. C'est pourquoi je dis qu'on aurait pu faire l'économie de cette violence-là. Moi, je suis persuadé. C'est pour cela que je continue d'expliquer ça, de les défendre parce que j'en suis convaincu. Moi, j'étais dans le système de l'UDP. Je sais les luttes de courant qu'il y avait. Je sais que nous, on était souvent plus en avance, même sur les opposants qui étaient dans la rue. On n'était pas dans la rue en train de manifester et casser, mais on défendait nos opinions. Donc je pense honnêtement que notre pays aurait gagné en faisant l'économie de la violence unité. Mais tout ça, c'est le passé. La question fondamentale, une fois que le régime a changé, qu'est-ce qu'on a fait? La justice sociale, est-ce qu'elle a été rétablie? Regardez aujourd'hui, le chômage, les jeunes qu'on a mis dans la rue, est-ce qu'elle a été rétablie? L'école qui a été utilisée, l'armée qui a été utilisée, parce que c'est sur les deux pieds que les gens ont marché, l'armée et l'école, pour renverser le régime. Et regardez leur état aujourd'hui. On avait l'une des meilleures écoles dans la sous-région. On avait l'armée la plus puissante de l'Afrique francophone au sud du Sahara. Aujourd'hui, on a la dernière des écoles. Notre armée, je ne dis pas qu'elle est la dernière, mais on est humilié, un pays occupé qui a perdu sa souveraineté. Moi, je suis sûr que si les Maliens disaient que 30 ans après ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'il n'allait pas s'engager dans cette voie. Donc, je continue de croire que l'une des erreurs dès le départ, c'était que des hommes et des femmes, je ne dis pas tous encore, et ce qu'on appelle le mouvement démocratique, avaient conspiré pour arracher le pouvoir dans la violence. Deuxièmement, une fois que le régime a changé, on ne s'est pas attaqué à résoudre les vrais problèmes qui sont posés au Mali. Vous entendez les gens dire c'est pour avoir la liberté. La liberté de presse a été restaurée par Moussa en 1988 avec la loi 88-58 qui a restauré la liberté de presse. Vous pouvez aller regarder les journaux d'avant 91, ils avaient un ton beaucoup plus acerbe. Moussa n'a jamais mis un journaliste en prison. Depuis qu'il est tombé, plus d'une dizaine de journalistes ont été en prison. D'autres ont été pris, bastonnés, laissés pour mort. D'autres ont disparu d'ailleurs. Mais ça, c'est jamais arrivé sur Moussa. Donc la liberté de presse, les gens disent, c'est pas vrai, ça a été acquis avant. La liberté d'association, mais elle existait, c'est cette liberté d'association qui a permis à toutes les associations qui contestaient le régime d'exister. La liberté d'entreprise, elle existait. Les radios privées avaient commencé à s'installer. Donc la seule chose, c'est la déclaration formelle du multipartisme. Et ça n'a pas pu se négocier dans la paix pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc tout ce qu'on raconte aux Maliens, ce n'est pas vrai. Il y en a qui disent, oui, Moussa a mis des gens en prison, il y a Itaoudeni, il y a des gens qui sont morts, Modibo est mort en prison, Cabral est mort. Mais moi, je ne conteste pas tout ça. Mais la réalité, c'est qu'en 1991, tout ça, c'était le sujet du passé. Parce que je pense que le régime militaire lui-même a compris. C'était des erreurs de l'histoire qui ont été corrigées. Le bain d'Itaoudeni était fermé depuis 1989. La mort du président Modibo Keïta, de Cabral,
c'est des choses qu'on regrette tous. Mais moi, ce que je me pose comme question, pourquoi les acteurs du mouvement démocratique, depuis 30 ans qu'ils sont au pouvoir, pourquoi ils n'ont jamais mis de commission d'enquête pour éclaircir clairement les circonstances de la mort de ces illustres hommes? Mais certains en font un fonds de commerce. Deuxièmement, j'ai dit aux gens de faire attention. Les prisons qui ont perdu la vie pour des raisons politiques, et c'est Philippe Dabo Sissoko, Amadou Ndiko, Marawaka Touré, et leur famille ne savent même pas où ils sont enterrés. Ça, ce n'est pas Moussa Traoré. La constitution de la Première République reconnaissait le multipartisme. Mamadou Fayenke, quand il a voulu créer son parti, en 1963-64, toute la direction a été prise, jugée, condamnée, déportée. C'est après le coup d'État de 68 qu'ils ont eu l'autorisation de revenir au Mali. Lorsque les populations bambara se sont révoltées à Sakuba, les gens ont été pris, jugés, condamnés, fusillés et d'autres déportés. Ce n'est qu'après le coup d'État de 1968, la famille de Cheikh Modibo Diarra, leur père, c'est après le coup d'État de 68 qu'ils ont été autorisés à revenir à Ségou. Mais ça, tout ça, ça s'est fait avant Moussa Traoré. Donc on ne vient pas nous faire croire que les gens voulaient fermer les bains, les gens voulaient la liberté. Tout cela n'était plus à l'ordre du jour en 1994. En 1994, ce qui était à l'ordre du jour, ils ont dit aux jeunes qui vont donner de l'emploi aux jeunes, les victimes du programme d'ajustement structurel vont être repris. On a promis aux étudiants 200% d'augmentation des bourses, l'ouverture des internats. On a promis aux travailleurs de 100% d'augmentation des salaires. On a prévu plus de justice tout court. La justice, c'est ce qu'on appelait le Kokadje. Mais regardez après ce qui s'est passé. Dès que les gens se sont installés au pouvoir, la corruption... Le Kokadje, c'était quoi? Le Kokadje disait c'est laver propre. Ou bien on disait Ante Korolin fait Foukoura. Mais la réalité, ce qui s'est passé, c'est que les gens, dès qu'ils se sont emparés du pouvoir, la corruption n'a jamais été. Sous Moussa, tu ne pouvais pas être corrompu. Sous Moussa et Modibo, on dit que la corruption existait. Personne ne peut dire que ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pourquoi tous les régimes ont créé des commissions de lutte contre la corruption. Mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Les marchés publics, les seuils maximum pour faire, après lequel il faut des appels d'offres, c'était 10 millions. Quand les démocrates, entre guillemets, sont venus au pouvoir, ils l'ont amené à 250 millions. Et puis on a ouvert les vannes pour la corruption. L'école a été complètement déstructurée. Les syndicats d'étudiants, ce n'est plus des syndicats qui se battent pour les études, mais c'était devenu une source d'argent. Les gens se tuent à l'université, c'est comme des gangsters, mais c'est les politiques qui ont mis l'argent à l'école. L'armée a été déstructurée complètement. Tout l'équipement militaire a été mis à la casse. L'indiscipline s'est installée dans l'armée. Finalement, on n'a plus de généraux que tous les pays, beaucoup de pays de la sous-région réunis. Mais ça, c'est quoi ça? C'est d'ici, c'est ça le bilan. C'est un mauvais bilan. Le multipartisme, on n'avait pas besoin de casser le pays pour ça. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, si le gouvernement veut avancer, il faut revenir sur les erreurs de 91. Je pense qu'en 94, une fois que le régime a changé, les uns et les autres devaient s'asseoir pour regarder ce qu'il y avait, les acquis, ce qu'il y avait comme acquis, qui est de toute façon le travail de tous les Maliens. Ce n'est pas par hasard que de 91 à maintenant, Moussa est tombé. On s'est retrouvé avec son ancien chef de la garde présidentielle et un de ses anciens ministres pour diriger la transition. On est allé aux élections en 92. On s'est retrouvé avec deux anciens ministres. Les premiers, c'était Amadou Touré et Zoumana Sakou. Ils ont été connus au Mali par ces deux collaborateurs de Moussa. Aux élections de 92, on s'est retrouvé au deuxième tour avec Feu Tchoulé Mamadou Konaté et Alpha Omar Konaré, deux anciens ministres de Moussa. Quand Alpha Omar Konaré a été nommé, le premier car qu'il a mené pour être premier ministre, c'est Younoussou Touré. Younoussou Touré, c'est Moussa Traoré qui l'a mis à la tête de la Banque centrale pendant des années. Ensuite, on a continué comme ça. Les cadres qui ont travaillé sur Moussa, on a continué à leur faire appel, les Modibo Keïta, les Django Sissoko, les Tiena Koulibaly, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y avait des critères. Voilà, comme si effectivement on avait besoin d'eux en fait. Il y avait des critères de choix des cadres. On ne devenait pas ministre comme ça en faisant de l'autostop. Vous êtes directeur national, conseiller, vous êtes connu, ce n'est pas à travers un CV fabriqué à l'ordinateur la veille comme vous devenez ministre, des faux CV qui mettent des gens mettent des diplômes qu'ils n'ont jamais eu. Vous ne pouvez pas devenir directeur d'école comme ça. Vous ne pouvez pas devenir général comme ça. Vous ne pouvez pas devenir lieutenant-colonel comme ça. Mais ça, c'est des choses qu'on aurait pu garder. Des grands investissements qui ont été faits, les routes Sévarigao, les grands barrages qui ont été construits. On va avoir l'occasion d'en parler. Ça, dans votre livre, à la page 127 et 128, vous avez dit que les successeurs de Moussa Traoré, donc les gens de la transition, qu'ils ont négocié avec les rebelles, mais en position de faiblesse. Alors,
Alors là, ça nous a tiqué ça. Vous savez, lorsque la rébellion a été vaincue militairement en 1990, le 12 septembre 1990, il y a eu des négociations politiques qui ont abouti à ce qu'on appelle les accords de Tamanrasset, signés le 6 janvier 1991. Les négociations ont duré 9 heures de temps. Ce n'est pas 9 mois, ce n'est pas 9 jours, 9 heures de temps. C'est un accord cadre de 13 articles. Donc, ce n'est pas des contraintes qu'on a mises à l'État, c'est des principes qu'on a énoncés. Parce que la rébellion, de toute façon, militairement, était vaincue. Mais il fallait quand même offrir une porte de sortie honorable, ne pas faire comme la première fois, on n'a pas maté la rébellion, on n'a plus rien négocié. La situation géopolitique dans le monde a changé. Et les rebelles avaient dit, toute la direction de la rébellion a été transportée à Bamako, à la demande du président Moussa Traoré. Et les rebelles avaient dit en son temps que ce qu'ils demandaient, entre autres, c'est de pouvoir intégrer ceux d'entre eux qui restaient encore. L'État a demandé combien sont-ils? Bon, ils ont dit environ 250. Et le président a dit de donner 300 fiches qu'ils devaient remplir à la suite des vérifications et de contrôle de leur véritable identité et leurs origines maliennes. On devait les intégrer à partir du 28 mars 1991. Et ils allaient être dispersés dans les différents corps de l'armée. 250. Ça, c'est ceux qui sont aptes. Ceux qui ne sont pas aptes, sur les 250, on va leur apprendre le métier. Voilà les circonstances dans lesquelles le régime a changé en 1993. Mais quand le régime est tombé, l'une des erreurs, justement, qui a été faite après la chute du président Moussa, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir, ils sont venus faire la démagogie. Ils ont dit que Moussa était un dictateur. Le fait d'avoir combattu la rébellion, c'était le fait de la dictature. Que les rebelles, c'est une composante du mouvement démocratique. On a même trouvé le terme les démocrates en armes. Pendant que les chefs d'état-major, le ministre de la Défense, le chef du poste de commandement opérationnel qui ont fait la guerre à la rébellion, on les a mis en prison. On a dit à la direction de la rébellion de nommer des gens au CTSP, de nommer des gens au gouvernement. Les rebelles ont exigé que le Nord soit totalement dégarni, que les militaires quittent, alors qu'avant, il s'agissait de libérer quelques postes. Et la rébellion a repris. Plus les divisions au sein des mouvements rebelles, le gouvernement s'est mis à courir de Mopti à Gao, à Ségou, à Alger pendant un an. On est venu nous retrouver avec le pacte national. Le pacte national, ce n'était plus un accord cadre, c'était un accord avec des détails, où pratiquement les rebelles qui disaient qu'ils étaient 200 et quelques un an avant, sont venus dire qu'ils sont plus de 3600. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils les ont allés. Et puis l'accord a prescrit des dispositions qui objectivement n'étaient pas réalisables et qui ont servi de germe pour les rébellions futures. Maintenant, quand cet accord a été signé, tout le monde en était heureux. Parce que vous savez, quand il y a la guerre, quand on dit qu'il y a la paix, les gens acceptent. La paix n'a pas de prix. Donc les Maliens étaient prêts à payer tout ça si ça devait amener la paix. Mais à quoi on a assisté après? On a assisté dans l'approfondissement de cette ère, les surenchères. On a continué à intégrer dans l'armée n'importe comment. Des analphabètes sont nommés colonels, qui ne respectent aucune discipline. Ils sortent, ils vont, ils reviennent. Parmi les intégrés, ceux qui sont des patriotes, qui ont définitivement rallié le Mali, n'ont pas eu la reconnaissance qu'il faut. Dans les milieux touaregs même, ceux qui sont fidèles à la République, qui doivent être les véritables porte-parole du monde touareg. Parce que ceux qui ont pris les armes, ils sont venus de Libye. Certains sont d'origine malienne, mais c'est la Libye qui les a formés. Vous avez vu dans le livre, depuis 1990, ils avaient leur projet. Ça n'avait rien à voir avec la démocratie. Comme on est venu nous le dire après mars 91, les Touaregs qui sont fidèles à la République, des hommes comme les Assari de Mbarkawa, Mohamed Agamani, des gens comme notre actuel ambassadeur en Côte d'Ivoire, Agrissa, des hommes comme Bajana Agamatoun, des hommes comme Oumrani, comme Mohamed El Mokhtar. Il y a des hommes qui sont fidèles à la République. L'État ne les a pas valorisés. L'État a fait que les seigneurs de guerre sont devenus les seuls représentants de communautés touareg et arabes. Et les gens ont fait de ça un fonds de commerce. C'est pourquoi je dis souvent aux gens que les communautés arabes et touareg sont les principales victimes de toutes ces rébellions. Parce que ceux qui les commencent, qui créent l'insécurité, qui créent les camps de réfugiés, dont la conséquence de la guerre c'est les tueries, les représailles contre les populations, eux ils n'en sont pas victimes. Ils sont dans les hôtels, ils sont dans les avions. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enfants à Kidal, il n'y a pas d'école à Kidal. Mais ceux qui ont provoqué la guerre ont leurs enfants ici à Bamako.
Donc ça, c'est l'une des grosses erreurs. On est venu légitimer la rébellion. On a apporté des primes à la violence. Finalement, le fait d'être contre l'État malien est devenu quelque chose qui paye. Et on a, du point de vue idéologique, on a légitimé la rébellion. Le président Konaré lui-même, dans un discours, je crois, le 25 avril 1994, a dit expressément que les rébellions du Nord, des populations du Nord, sont d'essence démocratique. C'était un combat pour l'honneur et la dignité. C'est pourquoi nous les avions soutenus. Autrement dit, ils ont soutenu la rébellion quand ils étaient dans l'opposition. Parce que c'est des mouvements d'essence démocratique. Et c'est une erreur. D'abord, ce n'est pas les populations du Nord. Les Touaregs dans leur majorité, les Arabes, les Soraïs, les Bellas. Personne n'a pris les armes. C'est quelques individus venus de Libye. Deuxièmement, ils ne sont pas d'essence démocratique. Maintenant qu'ils disent qu'ils les ont soutenus avant la chute de Moussa, on le savait. On savait qu'ils étaient en rapport avec eux. Moussa le savait. Mais ça servait à quoi tout ça? Voici les erreurs, me semble-t-il, qui ont été commises. C'est pour cela que moi je continue de dire que ces grosses erreurs, notre pays les paye cher aujourd'hui. Mais il faut qu'on se ressaisisse. Voilà ce que je voulais dire sur ces questions-là, sur la rébellion. Monsieur Maïga, pensez-vous que la chute du mur de Berlin en 1989 a joué un rôle important dans la chute de Moussa Traoré? Je pense qu'incontestablement, la chute du mur de Berlin et d'une façon générale ce qui s'est passé en ex-URSS a eu un impact planétaire. Parce que n'oubliez pas qu'avant, les pays étaient divisés grosso modo entre ceux qui étaient allés aux pays de l'Est et ceux qui étaient aux pays occidentaux. C'était une situation confortable. Après la chute du mur de Berlin, le système multipartisan s'est imposé à tout le monde. Et au Mali, on l'a très vite compris. C'est pourquoi des démarches ont été prises pour aboutir au multipartisme. Malheureusement, d'autres avaient un agenda. Il y avait des gens qui avaient des raisons d'être contre Moussa depuis des années. C'est ce qu'on appelle le mouvement démocratique. Il y a des gens qui étaient dans des partis communistes clandestins depuis les années 60. Ils ne peuvent pas me dire qu'ils se battent pour la démocratie pluraliste. Il y a des cadres qui ont été détournés de l'argent, ils ont été en prison, libérés. D'autres étaient relevés de leur poste. D'autres ont perdu les élections après le renouvellement des sections de l'UDPM. Il y en a qui cherchaient des postes, ils ne l'ont pas eu. Il y en a qui cherchaient des marchés, ils ne l'ont pas eu. Tout le monde s'est retrouvé sous le couvert de renverser le régime pour tout changer. La preuve, c'est que le régime a changé. Tout cela, ça s'est empiré. Donc, il est très clair que la chute du mur de Berlin a eu un impact sur les changements intervenus dans le monde. Et le discours de la Baule, en réalité, c'est un discours de récupération d'un processus historique qui s'imposait de toutes les façons dans tous les pays. Le fait que le vent du multipartisme allait souffler sur tous les pays était très clair. Au niveau de l'UDPM, le départ sur l'exercice de la démocratie est intervenu avant le sommet de la Baule, mais après on a tout lié pour dire que c'est Mitterrand qui a dit de faire ceci. Ce qui est sûr, c'est que au Mali, ça a été prouvé, Mitterrand et le Parti socialiste se sont impliqués dans la déstabilisation du gouvernement malien. Ça, c'est un des faits, c'est connu de tous. Les preuves existent à la présidence de la République. Les dirigeants du mouvement dit démocratique, ils passaient à Koulouba, Moussa les rencontrait. C'est d'ailleurs pour cela qu'à son procès, quand on a dit qu'il refuse de négocier, il a dit que mais on a qu'à amener le registre des entrées de Koulouba. On va voir les menteurs, parce que les gens défilaient là-bas. Il a tout négocié avec eux. Les derniers qui sont allés le voir, je crois que c'est le 24 mars d'ailleurs. Donc c'est très clair que la chute du mur de Berlin a eu un impact sur les changements dans le monde, mais chaque pays a conduit à sa façon. Ce qui s'est passé au Mali, c'est vrai, il y a eu des insurances sectorielles, mais il y avait des gens qui voulaient s'emparer du pouvoir. Donc on peut faire les liens de cette façon. Dans votre livre, vous dites que les autorités de 91, par crainte, ont commencé à détruire l'armée avec des recrutements, sans passer par les voies normales, etc. Alors, tout à l'heure, dans votre explication, vous avez un petit peu expliqué cela, hein, la destruction de l'armée. Mais est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que les autorités de 91, c'était à l'époque ATT qui était là, lors de la transition. Hein. Et après, il y a eu les élections, il y a Alpha Omar Konaré qui est venu. Et dans le même document, dans votre livre, effectivement, Alpha Omar Konaré aussi, on sait c'était un homme qui avait vraiment peur de l'armée. Peur de l'armée, apparemment il avait peur des coups d'État. Alors, ça a joué sur l'armée. Vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Vous savez, j'ai indiqué tantôt que l'une des erreurs de ceux qui ont pris le pouvoir après mars 91, c'est de vouloir
jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout ce qui a été fait sous le président Moussa Traoré, il fallait le noircir et dire que c'est bon. Au point que même la rébellion, les militaires patriotes qui ont combattu les rebelles, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées, se sont retrouvés en prison. Le chef du poste du commandement opérationnel qui a dirigé les opérations sur le terrain a été mis à la touche. Tous les officiers qui ont été impliqués réellement dans la mise, dans le combat contre la rébellion, la quasi-totalité d'entre eux, à part quelques-uns, on les a mis à côté. Parce que, disent-ils, la rébellion est d'essence démocratique et Moussa est un dictateur. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'on a répandu dans l'armée l'indiscipline qu'on avait répandue dans la société civile. On a poussé les soldats à se révolter contre la hiérarchie. On a vu ici des soldats qui prennent des officiers pour les assassiner. On a vu un syndicat qu'on appelle la coordination des sous-officiers qui s'est créé dans l'armée. Tout ça, c'est à l'instigation des hommes politiques. Mieux, à la suite de ce qu'on appelle le coup d'État de Djamila, sous la transition, on a dissous l'escadron des blindés. Ça, c'est les premières erreurs. Maintenant, quand le président Konaré a pris le pouvoir, il avait une autre philosophie. Je crois que c'est un intellectuel de gauche qui a fait toute sa vie dans les mouvements de contestation d'étudiants. Et donc, il avait une aversion pour l'armée. Et leur théorie, c'était que l'armée, c'était l'outil de Moussa Traoré. D'abord, pour juger Moussa, on a cherché des officiers pour venir demander pardon à l'armée, qui n'en ont pas trouvé. Ils ont été trouver un officier qui n'était même pas là pendant que les troubles se passaient au Mali. C'est cela qu'on est venu pour demander le pardon de l'armée au peuple. Culpabiliser l'armée, la faire passer pour des assassins, en disant que c'est Moussa qui leur a demandé d'assassiner le peuple malien, alors que c'est faux. On a démoralisé l'armée, on a jugé les chefs militaires, on les a condamnés. Qui a donné l'ordre de tirer, qui n'a pas donné l'ordre, on est resté dans ça. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est la mise en pièces de l'armée. Tous les secteurs où le Mali avait l'avance. En 1991, au moment de la chute du président Moussa, on avait 1200 officiers et sous-officiers qui étaient dans toutes les grandes écoles de guerre dans le monde. En Chine, en Russie, en France, en Allemagne, aux États-Unis, pour préparer notre pays au changement géostratégique qui arrivait dans le monde. On les a tous fait venir. C'est la dictature qui se préparait à renforcer l'armée. Formation zéro. Depuis, on n'a plus formé les gens. Les centres d'instruction de Kati et de Koulikoro, qui étaient faits pour former les militaires, les permettre en permanence d'être en éveil, formés, ne fonctionnaient plus comme il fallait. Les manœuvres militaires qui se faisaient chaque 2-3 ans au Mali, où tous les corps de l'armée font des simulations de guerre dans une région, ne se faisaient plus. L'aviation militaire malienne qui était la plus forte en Afrique de l'Ouest, avec plus d'une trentaine, c'était 44 chasseurs bombardiers des avions de combat. On les a laissés au soleil pourrir. Les pilotes, on les a mis à la retraite. Pendant ce temps, dans le budget de l'État, vous avez 5 milliards et quelques qui sont votés tous les ans pour l'aviation, mais personne ne sait où va ça. Les chars d'assaut, les BRDM, les BM-21, les avions de transport, tout ça, ça a été cannibalisé. Finalement, on a fait 10 ans, ensuite 20 ans, on ne paye pas d'armement, on n'entraîne pas les gens. C'est des étrangers qui viennent nous former sur notre territoire. C'est des étrangers qui viennent apprendre aux Maliens comment combattre sur le territoire. Avant mars 83, les instructeurs, c'était des Maliens. Quand c'est des nouvelles technologies, oui, c'est des Russes ou d'autres. Mais comment apprendre à se battre dans le désert? On n'avait pas besoin d'appeler un Français ou un Américain. On a perdu la confiance en nous-mêmes. L'armée a été petit à petit mise en pièces. Et maintenant sur le moral, vous savez, on dit dans l'armée, la force principale d'une armée, c'est la discipline. Mais la discipline a foutu le camp. On a créé un syndicat dans l'armée. Les syndicats des sous-officiers peuvent rentrer dans le bureau du ministre de la Défense quand ils veulent, donc les officiers ne représentent plus rien. Ensuite, les responsables politiques ont commencé à politiser l'armée. Les promotions, c'était par des affinités politiques. Les grades des généraux, de colonels ont commencé à se multiplier, on les distribue à l'appel. On se retrouve avec plus de généraux que tous les pays de l'UEMOA réunis, des colonels, n'en parlons même pas. Les responsables politiques ont commencé à mettre leurs enfants dans l'armée, leur créer des promotions spéciales. Mais à partir de ce moment, il n'y a plus d'armée. Comme Alpha Omar Konaré. Bon, je ne vais pas nommer déjà, mais il n'était pas le seul. Il y a beaucoup d'autres responsables qui avaient leurs enfants dans l'armée. Et donc, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas de morale.
Les officiers de valeur qui voient comment détruire l'armée se sont tous tués. Parce que dès que vous protestez, on dit que vous avez fait un coup d'État ou vous êtes les partisans de Moussa Traoré. C'est comme ça qu'on a tué notre armée. Ce qui fait qu'au moment où la rébellion a éclaté en 2012, on avait une armée affaiblie, une armée désintégrée. Et lorsque le président Touré venait au pouvoir en 2002, mais l'état de l'armée, il l'a vu, c'est une armée qui n'existait plus. Et je continue de dire que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de réalisations socio-économiques dans notre pays, personne ne peut le nier. Même si les gens ont voulu nier tout ce que Moussa Traoré avait fait avant. Je rappelle souvent aux gens que près de 30 ans après sa chute, 70% de l'énergie qu'on consomme au Mali a été faite sous Moussa Traoré. Aujourd'hui, pour aller à Gao, avant les gens faisaient quelques heures. Aujourd'hui, vous faites 3 à 4 jours, bien vous rapatriez pour passer par le Niger ou le Burkina pour venir au Mali. Vous n'avez aucune sécurité. Bref, c'est une parenthèse qui joue. Amadou Toumani Touré a fait beaucoup de réalisations au Mali. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les puits. Mais je pense qu'on s'en erreur fondamentale en tant que militaire. Il n'a pas réhabilité l'outil de défense qui a été détruit par son prédécesseur. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. C'est pour cela que je dis que l'une des erreurs fatales, fondamentales, de ce qu'on appelle le mouvement démocratique, c'est qu'ils endossent la responsabilité historique des malheurs que notre peuple vit aujourd'hui. Parce que c'est eux qui ont détruit l'armée. Et de façon délibérée, organisée, ils ont détruit notre outil de défense. Or, j'ai dit que l'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Tout pouvoir qui ne consolide pas l'outil de défense d'une nation n'est pas un pouvoir au service de la nation. Vous regardez dans l'histoire des peuples, tous les peuples qu'on respecte, c'est ceux qui ont su mettre l'outil de défense en forme. La Russie aujourd'hui, son PIB c'est l'équivalent de celui de l'Espagne, ou même pas celui de la France. Pourquoi on les respecte? Parce que leur outil de défense est le mieux à nous. La Chine, c'est quand ils ont eu l'arme nucléaire qu'on les a admis à l'ONU. Mais les présidents des pays les plus puissants, dès qu'ils prennent le pouvoir, le premier budget auquel ils font attention, c'est le budget de l'armée. Les États-Unis ont le budget le plus élevé dans le monde, mais ils continuent de l'augmenter. La France a décidé récemment d'augmenter de 30% dans les 5 années à venir son budget de l'armée. Chez nous, pendant ce temps, on disait qu'on n'avait pas besoin d'armée. On votait le budget de l'armée à environ 30 milliards, c'était des enveloppes, c'était des formations, bidons. Et finalement, on n'avait pas d'armée, on avait des hommes en tenue, on avait une perte d'officiers généraux, mais qui ne font rien. Les gens avant 40 ans, ils deviennent des généraux. On les envoie dans les ambassades, on les envoie dans les gouvernements. Et regardez aujourd'hui, le pays est en guerre, tous les généraux sont dans les ambassades, au lieu de venir faire la guerre. Voilà les choses qu'on a faites, c'est comme ça qu'on a déstructuré l'armée. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Vous dites aussi que le président Alpha Oumar Konaré, il a été porté au pouvoir par une alliance née de la fusion de 2 partis, le PMT et le PMRD. Le PMRD de Mamadou Lamine Traoré, feu Mamadou Lamine Traoré, le professeur. Et quelque part, vous dites qu'il devait être Premier ministre. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Parce que Younous a pris sa place apparemment. Vous savez, j'ai expliqué dans le livre les raisons des crises qui ont secoué les différents gouvernements des premières années du président Alpha Oumar Konaré. C'est que les 2 partis principaux, le PMT, le Parti malien du travail, et le PMRD, le Parti malien pour la révolution démocratique, la révolution de la démocratie, c'est des partis communistes clandestins. C'est pourquoi moi ça me fait rire quand ils disent qu'ils se battaient pour la démocratie depuis les années 60. C'est des partis communistes clandestins. Chacun de ces partis, s'il arrivait au pouvoir dans les années 70, ils allaient imposer la dictature du prolétariat. Mais en 1991, tout le monde a dit que c'est pour la démocratie. Bref, quand ils ont pris le pouvoir, naturellement, ils ont organisé l'insurrection ensemble. Ils ont fait les élections, ils les ont gagnées ensemble, donc ils s'attendaient. Je pense que c'est tout à fait partage du pouvoir. Parce qu'il y a un partage de responsabilité de façon équitable. Or, ce qui s'est passé, c'est que le PMD a grigé le PMRD. Le PMD a appuyé le président de la République.
Alpha Omar Kone. Younousi Touré, PMT, Premier ministre. Ali Nuhum Diallo, PMT, président de l'Assemblée. Donc, naturellement, les gens du PMRD se sont retrouvés. Ça, c'est documenté, ce n'est pas des mensonges. On peut même demander aux responsables de ces partis. Ce qui fait que, en réalité, les troubles dans les premières années qu'il y a eu au Mali, c'était une orchestration d'une partie de ce qu'on appelle le mouvement démocratique. Les discours que le président Konaré a lu le 5 avril, après les casses du 5 avril 1993, indiquent très clairement qu'il a accusé certains du mouvement démocratique qui avaient orchestré les casses en 1981 de répéter ça pour le faire tomber. Mais qui étaient ces gens? C'était une partie de l'ADEMA, une partie du CINI. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont retrouvés rapidement pour faire un gouvernement d'union nationale, pour que le régime ne bascule pas. Ça, c'est des faits que personne ne peut contester. D'ailleurs, le livre qu'Ablaï Sekousso a écrit en 2010 sur l'histoire démocratique du Mali en dit long sur ce qui s'est passé. Vous dites qu'il y avait il y avait un conflit au sein de la ruche de l'ADEMA. Parce que en 2002, vous dites dans le livre que Alpha Omar Konaré voulait rempiler pour un troisième mandat et ses compagnons de l'ADEMA ne voyaient pas cela comme ça. Alors du coup, ATT, il a eu de la chance, il est passé. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Non, c'est une opinion largement répandue au Mali. Naturellement, quand vous demandez au président Konaré, il va le nier. Mais vous savez, un homme politique, ce n'est pas sur ce qu'il dit qu'on le juge surtout, il faut surtout le juger aux actes. C'est qu'il y a beaucoup de manœuvres qui ont été faites, qui ont amené les uns et les autres, à tort ou à raison, à penser à la réalité qui voulait modifier les gens institutionnels pour rester au pouvoir. On se rappelle des fameuses concertations régionales qui ont été organisées, des concertations nationales où des gens disaient qu'ils pouvaient rester au pouvoir, les luttes de clans au sein de l'ADEMA. Ce n'est pas pour rien que, comment vous pouvez imaginer qu'un parti qui dit qu'il a travaillé des années durant pour accéder au pouvoir, porte un de ses candidats au pouvoir et qu'à la fin, c'est un indépendant de surcroît un militaire qui revient au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit ce qu'ils ont dit aux Maliens c'est faux, ou bien il y a d'autres jeux. Ce qui a fait croire est une opinion qui est établie et personne n'a apporté l'avis contraire. C'est que le président Konaré n'a pas pu remplir pour rester au pouvoir. Quand vous parlez en aparté avec la plupart des hauts dirigeants de l'ADEMA, les ministres, vous le disent, même si personne ne l'assume publiquement, a tout fait pour que l'ADEMA ne garde pas le pouvoir. On a écarté d'abord celui qui se présentait pour le candidat naturel de l'ADEMA, Ibrahim Boubacar Keïta. Ensuite, on a organisé des primaires pour les diviser. Celui qui a gagné les primaires, on ne l'a pas soutenu. On a orchestré des multiples candidatures. Ismaïla Cissé, il n'a pas été soutenu. Il a gagné les primaires. C'était la première fois. Oui, la première fois. Qu'on fasse des primaires. Oui, mais c'était du mimétisme. En réalité, c'est des gens qui regardaient ce que le Parti Socialiste fait. On a vu comment ça conduit le Parti Socialiste à sa rue. C'est des habitudes, les gens aiment par mimétisme colporter les choses. C'est des habitudes des Américains. Même les Français, ils ont amené ça à détruire leur parti. C'est maintenant un indépendant pratiquement qui a pris le pouvoir là-bas. C'est la même chose. Il n'a même pas félicité. Il n'a même pas félicité. Et il n'y a eu aucun soutien à Ismaïla Cissé. Ismaïla a été poignardé. Tout le monde le sait. Nous, on n'était pas ses candidats, mais il y avait des gens qui, le jour, étaient avec lui. La nuit, ils vont aller rendre compte à ATT. Tout le monde a vu ça. Et donc, ils ont tout fait pour qu'un indépendant arrive au pouvoir. Il est vrai qu'au moment où ATT est arrivé au pouvoir, nous souhaitions ça. Parce que le régime de l'ADEMA, on était arrivé à la conclusion. Nous, on analysait, on voyait ce qui était advenu de l'école, ce qui était advenu de l'armée. On savait que si ça continue, c'était fini pour notre pays. Et donc, nous souhaitions qu'ATT arrive au pouvoir. Effectivement, c'est un indépendant qui est venu. Et je continue de dire qu'il a fait le maximum qu'il pouvait faire en matière de développement économique et social. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est un militaire. Et quand on échoue sur le pouvoir des militaires, c'est comme le paradoxe. Même si Alpha, en tant qu'enseignant, à la fin de son mandat, disait qu'il a échoué sur l'école. J'ai dit donc, ça c'est sans commentaire, c'est lui-même qui le dit. Oui, d'accord, échoué. Vous avez parlé d'une erreur politique que le président ATT a eu à faire. Vous dites qu'avant la rébellion de 2006, eh bien, il a laissé Kadhafi ouvrir un consulat à Kidal. Pour vous en parler, s'il vous plaît. Vous savez, je pense honnêtement que aujourd'hui notre pays paye très cher
les erreurs des deux chefs d'État qui ont dirigé le Mali de 1992 à 2012. Parce qu'il n'y avait pas de choix stratégique. Ils étaient toujours souvent dans des jeux qui n'étaient pas dignes d'un chef d'État. Vous avez Kadhafi, nos présidents, les deux chefs d'État ont fait. Et ce qu'on a les journaux dit qu'il a fait les 50 voyages à Libye. Kadhafi n'est jamais venu au Mali. Moi, je pense qu'il y a un minimum de. Quand on fait ça, on ne vous respecte pas. Quand Kadhafi est venu ici, Ahmed Toumani Touré est venu au pouvoir, certainement il s'est dit, à partir des informations qu'il avait, que c'est Kadhafi qui instrumentalisait la rébellion. Et donc il pense que c'est en tissant des bons rapports avec Kadhafi qu'il va résoudre le problème de la rébellion. Mais c'est mal connaître Kadhafi. Le Niger n'a jamais accepté de jouer ce jeu. Tanja ne l'a jamais accepté. Avant lui, personne ne l'a jamais accepté. Ils ne se sont pas moins bien portés. Mais nous, nos chefs d'État se sont mis à la disposition de Kadhafi. Effectivement, ça c'est l'une des erreurs stratégiques qu'on a eu à faire. Qu'est-ce qu'un consulat de la Libye va faire à Kidal? Il n'y a pas de ressortissants libyens à Kidal. Donc les Algériens ont conclu que c'est un nid d'espions qu'on veut installer là-bas. Et et tout le monde imagine que la rébellion de 2006, entre autres raisons, entre autres acteurs, il y a des pays qui ne voulaient pas du tout de l'embargo du consulat de Libye là-bas. La preuve, c'est qu'après la rébellion, on a fermé le consulat, mais les dégâts étaient déjà faits. Je pense que c'est une erreur, parce que tout ça, si ça avait fait l'objet d'un débat démocratique au niveau de la haute hiérarchie politico-diplomatique du Mali, on allait le déconseiller au président. Mais on était dans l'informel. Je pense que c'est une erreur qu'il a eu à faire. D'accord. Il l'a su. D'accord. Donc, après la rébellion de 2006, il y a eu un accord d'Alger qui a été signé le 4 juillet. Et à la page 183, vous dites que Ibeka, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, a fait voter une motion de soutien à l'accord d'Alger par les députés. Et que peu de temps après, les députés sont partis. Le RPM ont jugé le contenu de l'accord contraire aux intérêts du Mali. La réalité, c'est que Ibrahim Bokar Keïta et son parti ont joué d'un double jeu avec Atiti du début à la fin. Ahmed Toumani Touré, quand il est venu au pouvoir, revenu en 2002, avait un slogan « Réunissons, retrouvons ce qui nous unit ». Il a constaté les divisions dans notre société pendant la décennie du pouvoir Adem, la fragilisation de notre société, les clivages qui se sont renforcés, les contradictions, j'allais même dire les haines. Donc il a décidé d'apaiser les cœurs, de réconcilier les cœurs. Je pense qu'il n'y avait pas choix plus noble. À ce titre, il a tendu la main à tout le monde. Et il a mené sa politique de consensus qui lui a permis de se consacrer aux actions de développement, même s'il a oublié le côté de l'armée. Mais dans cette entreprise, il y en a qui n'ont pas joué franc jeu. Même aujourd'hui, quand vous discutez avec les gens du RPM, ils vous ont dit on a fait 10 ans dans l'opposition. Moi, j'ai l'habitude de le dire, vous n'avez jamais été dans l'opposition. Vous avez été président de l'Assemblée nationale. Vous avez eu des ministres pendant 10 ans dans le gouvernement. Mais ce double jeu, c'était lié aux ambitions naturellement du président Ibrahim Bokar Keïta, ce qui était normal, c'était son droit d'ailleurs. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils étaient dans l'opposition. La vérité, c'est que quand l'accord de 2006 a été signé, ce n'était pas un bon accord. Tout le monde sait qu'Atiti l'a signé sous la pression comme d'habitude. Parce qu'il n'avait plus en réalité les moyens de faire la guerre à la Libye. Il dit que l'armée a été détruite avant qu'il n'arrive au pouvoir. Il ne l'a pas reconstruit. Il s'est dit qu'en continuant la diplomatie, des négociations, des valises d'argent, des grades, des voyages en Libye, et ça va régler. Or, la paix, elle se conquiert, elle s'arrache par un État qu'on respecte. Bref, quand il a signé ces accords, c'était en position de faiblesse. Il disait naturellement que lui, les militaires, il ne veut pas faire la guerre parce qu'il sait que c'est que la guerre coûte, mais en réalité, il n'a pas les moyens de faire la guerre. Mais quand il a signé, je pense qu'il faut l'expliquer aux Maliens. Moi, je veux que les dirigeants tiennent le discours de la vérité. Dire aux Maliens, voici les difficultés qu'on a pour qu'on a signé. Ceux qui sont avec vous dans le gouvernement, qui sont avec vous honnêtement, ils vous soutiennent. Mais ce que l'RPM a fait, ils disent quelque chose le jour, la nuit, ils vont faire autre chose. À l'Assemblée, une motion de censure a été votée à l'unanimité
remise au président de l'Assemblée, Ibrahim Boubacar Keïta, pour le remettre à ATT, pour le féliciter, le soutenir. Ça, c'est incontestable, c'est documenté. Mais le lendemain, ils ont été faire une réunion pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, que c'est un acte de trahison pratiquement. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'Ibeka a une certaine popularité qui l'a permis d'être élu en 2013, parce qu'il a dit que lui n'allait jamais négocier cet accord-là. Ça, c'est la vérité. Mais je trouve que ce n'était pas honnête. D'ailleurs, ils ont été rattrapés. C'est pourquoi il ne faut pas faire les démagogues. C'est-à-dire qu'ils étaient avec le président, il fallait qu'ils s'assument dès le départ. Mais c'était difficile parce que ATT allait leur rappeler que l'armée a été détruite quand ils étaient au pouvoir. Alors donc, voilà ce qui s'est passé en réalité en 2006. Mais je pense que le président n'a pas tiré les leçons de tout ça, ou bien il n'avait plus le temps de le faire. Alors, docteur Choguel Kokala Maïga, on est pratiquement au terme de notre entretien, mais il faut le dire, hein, on peut parler de cela pendant des heures et des heures parce qu'il y a 450 pages hein, quand même. Hein. Mais juste avant peut-être de finir, parce que là nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, en 2001, il y a Ibrahim Agbanga qui a enlevé une dizaine de militaires et il a exigé contre leur libération l'érection de son hameau en commune rurale. Il en est devenu par la suite le maire et il s'est fait élire membre du Haut Conseil des collectivités. Dans votre bouquin, c'est dit. N'est-ce pas une prime à la rébellion, ça? Non, en réalité, c'est l'une des erreurs qu'on a commises depuis 80 ans, c'est ce que je dis. On a commencé à gérer la rébellion par quoi? Au lieu de leur faire la guerre comme dans tous les pays du monde, comme le Niger l'a fait, comme le Tchad l'a fait, on a commencé à donner des valises d'argent. Chaque fois qu'ils se fâchent, ils viennent, on donne l'argent. On donne des grades, on donne des primes. Ils ont exigé même que tous les camps au nord soient dirigés par des anciens rebelles. On a tout cédé. C'est-à-dire une sorte d'angélisme, j'allais dire de la naïveté de la part des dirigeants, qui a fait que tout ce que les rebelles demandent, on leur donne, sans contrepartie. Et ça continue. Effectivement, comme l'armée n'a pas les moyens de faire la guerre, donc on achète la paix, on corrompt les gens, on leur donne de l'argent, on leur donne des postes. Donc quand ils ont compris ça, de temps en temps, ils prennent des militaires en otage. Lui, c'est son cas. Il est devenu l'une des pièces maîtresses du dispositif de libération des otages qui ont montré le président à la télévision. Tout le monde applaudissait, alors que c'est des choses qui sont retournées contre lui. Et beaucoup de rebelles sont devenus des gens notables comme ça. Il y a des gens qui sont dans les jeux institutionnels depuis des années. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas loyaux avec la République du Mali. Donc c'est le cas de ce monsieur. Et donc c'est très clair que c'était des erreurs, moi je pense qu'il ne fallait pas commettre. Et d'ailleurs lorsque les réseaux de trafic de drogue se sont développés sur notre pays, toutes ces relations incestueuses avec ces mouvements rebelles, des gens qui ne sont pas loyaux vis-à-vis de la République du Mali, qui sont dans les doubles jeux, qui sont avec Kadhafi, avec les services secrets d'autres pays voisins et qui disent qu'ils sont avec le Mali, tout cela ça a été laissé comme ça. Donc finalement, on naviguait comme ça à vue et c'est les conséquences de ça qu'on paye. Peut-être on va finir sur en 1989, donc le mur de Berlin est tombé en 89, il y a le Front islamique du salut qui a été créé en Algérie, et c'était des salafistes, hein, donc des partisans de l'islam radical, rigoureux, et suite à leur mésentente avec le pouvoir central, parce qu'apparemment ils avaient gagné les élections entre-temps, hein, mais il y avait tellement d'histoires autour de cela, donc l'Algérie a vécu la décennie noire. La décennie noire, dans votre livre, vous l'avez bien précisé, pendant 10 ans quasiment, tous les jours, il y avait des gens qui se faisaient tuer, c'était un autocar, un bus qu'on arrêtait, 60 personnes qu'on égorgeait, etc. Et entre-temps, ceux-ci, ils se sont fait mater par la suite par le pouvoir central algérien et ils se sont retrouvés dans le sud de l'Algérie, donc dans le nord du Mali. Et en 2003, ils ont pris une trentaine d'otages occidentaux. Vous pouvez nous en parler un petit peu, très rapidement, avant qu'on ait fini, peut-être 2-3 minutes. Non, ce qu'on dit dans ça, c'est que l'Algérie, c'est la démonstration que l'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. L'Algérie a tenu cette décennie parce que son armée a tenu. Le Niger a tenu face à la rébellion parce que son armée a tenu. Le Tchad a tenu parce que son armée a tenu. Nous, notre président, en réalité, il voulait, par une sorte de jeu d'intelligence, se mettre à l'abri de certaines surprises. Parce qu'il n'avait plus les moyens de faire la guerre. Parce qu'en réalité, il n'avait plus d'armée. Quand ATT est arrivé au pouvoir en 2002, il n'y a plus d'armée. C'est pourquoi quand j'entends certains de la demande de critiquer que c'est lui qui a fait ceci, cela, j'ai dit, mais ATT est arrivé, il n'y a plus d'armée. Maintenant, il n'a pas reconstruit cette armée. Il a cherché à s'accommoder à la situation.
Bon, on a payé le prix. Le prix, c'est que les salafistes se sont installés au nord, ils ont commencé à prendre des otages. Les anciens rebelles qui se sont passés pour des amis de l'État malien, déloyaux qu'ils sont, le jour ils sont avec ATT, ils sont avec le Mali, la nuit ils sont avec les salafistes, ils sont devenus des intermédiaires. Bon, ça arrangeait les choses, on voyait le président sur les perrons de Koulouba en train de libérer les otages, mais tout ça on l'a retourné contre lui après. Et plus tard, lorsque les Occidentaux voulaient défaire Kadhafi, ce sont les mêmes rebelles-là et leurs relais qui étaient dans l'entourage de Kadhafi, c'est avec eux que les services secrets occidentaux ont négocié pour lâcher Kadhafi et retourner au Mali. Mais c'est pourquoi les gens disent que c'est la chute de Kadhafi qui a précipité la chute du régime chez nous. C'est vrai, mais en fait pour moi la chute de Kadhafi vient au 3e degré. Si ce n'était que ça, pourquoi le régime n'a pas... Nous on n'a pas de frontière avec la Libye. On est à plus de 800 km. Pourquoi le Niger ne s'est pas effondré qu'il y a une frontière avec la Libye? Pourquoi le Tchad? Parce que quand ils ont voulu aller au Niger, au Tchad, on les a désarmés. Au Mali, ils sont venus s'installer, on ne pouvait pas les désarmer parce qu'on n'en avait pas les moyens. Mais est-ce que le Niger et le Tchad n'avaient pas le soutien de la France aussi? Parce que la France a l'uranium au Niger, le Tchad, ils ont les bases militaires, et ils étaient en désaccord avec le Mali aussi à l'époque. Les désaccords avec le Mali, c'était quoi? C'était, effectivement, ATT ne voulait pas les histoires de réadmission, les Kadhafi ils ne voulaient pas de cela. Mais ce n'est pas la première fois que les gens sont en désaccord avec la France. Le Niger, c'est vrai, on dit que Tanja est tombé parce qu'il y avait ceci et cela. Mais la vérité, c'est qu'à la chute de Kadhafi, il n'y avait pas d'armée. Le Nord était déjà abandonné aux salafistes et aux anciens rebelles. Il n'y avait même plus d'État là-bas. D'accord. Donc ils sont venus s'installer. D'accord. Et parce qu'ils ont trouvé un État déjà désintégré. Ils se sont ralliés maintenant aux séparatistes pour prendre notre pays. D'accord, docteur. Donc en 2013, Ibeka qui vient au pouvoir. Et entre-temps, il y a les accords d'Alger qu'on a fait en 2015. Il y a la crise au nord, à Kidal notamment, et au centre aujourd'hui. Donc l'accord d'Alger, qu'est-ce que vous en pensez très brièvement? Et puis vous avez parlé effectivement de cette répartition géographique qu'ils veulent faire avec la révision constitutionnelle, etc. Qu'il va y avoir, et institutionnelle. La réalité, c'est que l'accord d'Alger a été signé dans un état d'extrême faiblesse du Mali. C'est l'accord qui a été signé dans la situation la plus défavorable. Parce que c'est un pays défait, une armée défaite qui a été signé les accords. Donc c'est un accord qui n'est pas bon du tout. Mais je vous dis que quand il y a la guerre, quand on dit de faire la paix, tout ce que vous présentez donne l'espoir. L'accord d'Alger, ici le processus d'Alger, est un outil de construction de la paix. Donc il appartenait à notre gouvernement d'en faire un outil en l'expliquant aux Maliens, en travaillant de façon intelligente à retourner la situation petit à petit jusqu'à ce que le Mali tire son épingle. C'est ce travail d'appropriation, de gestion intelligente qui n'a pas eu lieu. On s'est embourbé dans des discussions, à continuer à donner des faveurs au mouvement rebelle. On est même allé jusqu'à créer des documents qu'on appelle entente sur les autorités intérimaires, qu'on a cachés aux Maliens, même à leur gouvernement. On est allé présenter au Conseil de sécurité, qui permettent aux rebelles de prendre le pouvoir dans toutes les circonscriptions au nord. Les conseils de région, les conseils de cercle, même les communes. Voilà les erreurs qu'on a eu à faire. Et ceux qui, pour des intérêts géostratégiques, ne veulent pas de la stabilité du Mali, veulent diviser notre pays, qui ont empêché notre armée de rentrer à Kidal en 2013, qui disent qu'ils sont nos amis. Parce que n'oubliez pas que lorsque le Conseil de sécurité a voté la résolution pour autoriser l'intervention étrangère, les Maliens avaient espéré que Serval, le MINUSMA et l'armée malienne allaient se donner la main pour libérer le Mali. Au lieu de ça, on a créé une enclave à Kidal. On a interdit à l'État malien de rentrer. La crise actuelle qu'on a au centre, la responsabilité incombe en grande partie à ceux qui ont empêché notre gouvernement d'occuper Kidal. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que lorsque Serval est venu à frapper à Konna, Amadou Koufa, les islamistes l'avaient désigné comme imam de Konna. À l'intervention de l'opération Serra, avec tous ces talibés, ils ont pris la route Sevare-Gawa avec tous les gens dans ça. Ils sont remontés, on les a laissés monter. Ils sont allés à Kidal. On a créé un sanctuaire là-bas pour ceux qui sont contre. Les gens se sont préparés pendant 2 ou 3 ans. Après, ils sont venus infiltrer le centre du Mali pour provoquer les guerres communautaires. Parce que n'oubliez pas qu'au début, c'est les Peuls qui ont tué. Les imams Peuls, les chefs de village Peuls, toute l'année 2015, début 2016. Après, maintenant, l'étape suivante, c'était d'aller attaquer les villages d'Ogon, brûler les greniers, aller se réfugier dans les hameaux Peuls,
pour pousser les Dogons à aller attaquer les peuples. Voilà comment l'engrenage est venu. Pendant ce moment, où était notre gouvernement? Où étaient ces services de renseignement? Où étaient ces services spéciaux? Voilà les questions auxquelles on doit trouver les réponses. Et donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui que notre président comprenne. Je l'ai dit, j'ai dit à d'autres, je lui ai dit. Nous devons créer un sentiment de sursaut national. Les élections, quelles qu'elles soient, c'est un président qui est élu. Toutes les nations qui sont trouvées dans les difficultés créent d'abord un sursaut national pour que l'union sacrée de l'ensemble des fils du pays. Un. Deuxièmement, qu'il y ait une vision claire et des choix stratégiques clairs pour libérer le pays et dire non lorsque ce n'est pas bien dans l'intérêt de notre pays. Que tous les Maliens parlent d'une même voix quand ça concerne l'intégrité de notre territoire. C'est pourquoi ces jeux, ces découpages bidons qu'on a voulu faire, dont la finalité, c'était de transformer la minorité sociologique en majorité électorale, pour venir transformer notre pays en État avec des régions autonomes, pour plus tard aller au fédéralisme et puis à l'indépendance, on doit refuser cela. Mais pour cela, il faut un gouvernement fort, qui a le soutien de la population, animé par des gens crédibles, qui sont compétents, qui savent là où ils veulent aller. Voilà, je pense, ce que nous devons faire aujourd'hui, au-delà de toutes les autres considérations politiques, au-delà de ce qui nous a divisés par le passé. Parce que le passé, on l'explique aux gens pour que les citoyens comprennent. On l'explique pour qu'on puisse soigner la maladie qu'on a. Mais les remèdes à la maladie, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on les trouve ensemble. Pour les erreurs qui ont eu à être commises par le président qui était pendant son premier mandat, où il a eu à faire face, aux États qui nous mettent les bâtons dans la roue, qui n'ont jamais désiré l'indépendance du Mali, au mouvement rebelle, à leur relais qu'il y a dans l'appareil d'État, plus son opposition, mais un président qui se bat contre tous ses fronts, il ne peut pas avoir de résultats. Plus la gestion, il faut changer ces approches. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une union sacrée de tous les Maliens, autour de celui qui est à la tête du pays, qu'on change la façon de gérer notre armée, nos services de renseignement, pour nous tenir debout comme une nation. Et en ce moment, les gens vont nous respecter. On va commencer à trouver la voie de la sortie de la crise. Docteur Choguel Kokala Maïga, merci beaucoup. Merci bien. Chouaïbou Issoufi Souleymane, connu sous le nom de Choguel Kokala Maïga, né en 1958 à Tabango, dans le cercle d'Ansango. Il est actuellement connu sur l'ensemble du territoire national et hors de nos frontières comme celui qui préside aux destinées du mouvement patriotique pour le renouveau, le MPR, et qui vient de se déclarer candidat à la présidence de la République. Avant d'en arriver à cette phase de sa vie, dès son jeune âge, il aura retenu l'attention par deux traits de caractère, des qualités intellectuelles et des qualités de meneur d'hommes. Les qualités intellectuelles, elles sont attestées par un brillant cursus universitaire. De 1963 à 1974, il fréquente les écoles fondamentales de Tabango et de Bara. Se maintenant régulièrement premier de sa classe, l'obtention du diplôme d'études fondamentales, le DEF, vient mettre fin à cette première étape en autorisant la poursuite de ses études à Bamako. De 1974 à 1977, ce sont les 3 années de l'enseignement secondaire, la fréquentation du lycée technique de Bamako, d'où il sort major de sa promotion en série mathématiques et industrie, MTI, avec son palmarès un baccalauréat technique. De 1977 à 1988, il fréquente l'Université d'État de Biélorussie, en ex-URSS, et l'Institut des télécommunications de Moscou. Ses études supérieures, dans un premier temps, sont sanctionnées par le diplôme d'ingénieur des télécommunications avec mention excellent et les félicitations du jury. Son attachement au pays se manifeste à travers le choix du thème de son mémoire en fin d'études, le désenclavement par faisceau hertzien ou par satellite des régions nord du Mali, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, projet qui sera réalisé 13 années plus tard. Le jury apprécie la pertinence de ce sujet et sur le champ à l'unanimité, le recommande pour les études post-universitaires, c'était en 1983. Aussi, dans un second temps, en 1987, 4 années après l'obtention du diplôme d'ingénieur des télécommunications, soutient-il une thèse de doctorat d'État. Au service de la nation, la vie d'étudiant prend fin. Celui qui s'est rendu si loin pour acquérir la science rejoint le pays natal en 88 afin de mettre son savoir au service de son peuple.
Il réussit au concours d'entrée à la fonction publique et passe 2 années au SNJ, Service national des jeunes, en qualité de soldat de 2e classe de l'armée malienne sous le numéro matricule 24830. Après, ce sera la vie active au sein de la Société des télécommunications Sotelma, où de 1990 à 2000, il occupe successivement les postes suivants: chef de section, ingénierie des projets de la direction des études et de planification, coordinateur national du projet national de mise en œuvre du plan directeur des télécommunications et d'élaboration du plan directeur de radiodiffusion et de télédiffusion de la République du Mali sur 20 ans, de 1994 à 2014, directeur de l'École nationale des postes et des télécommunications UNPT de 1999 à 2000, de 2000 à 2002 chargé de mission auprès du PDG de la Sotelma, de 2002 à 2007 ministre de l'Industrie et du Commerce. En sa qualité de ministre, il retient l'attention par ses talents de négociateur, concepteur et de rénovateur. D'abord, il a présenté le Mali dans les différentes négociations internationales sur le commerce et le développement, dont les plus emblématiques furent les négociations au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, où, enfin négociateur, il a mené la célèbre bataille du coton pour protéger les intérêts des paysans maliens et africains contre les subventions des pays développés. Dans ces différents forums, il a défendu les intérêts du Mali et s'est fait le porte-parole aussi bien de l'ensemble des pays africains, producteurs de coton, que ceux des pays des moins avancés PMA des autres continents. Les résultats de cette bataille épique au cours de laquelle, pour la première fois dans les négociations commerciales internationales, le Mali, l'Afrique et le tiers-monde en général ont su et pu défendre dignement leurs intérêts. De février 2008 à janvier 2015, après son départ du gouvernement, le Dr Shogel Kokala Maïga est le directeur général de l'AMRTP, l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des TIC. À la tête de cette structure stratégique, il a travaillé à insuffler une forte vitalité au secteur des télécommunications et des TIC, faisant du marché malien l'un des plus dynamiques en Afrique et dans le monde. De janvier 2015 à 2016, il siège au gouvernement comme ministre de l'économie numérique et de la communication, porte-parole du gouvernement. Pendant cette période, d'importantes réformes ont été initiées dans tous les secteurs dont il avait la charge. Il s'agit entre autres des textes portant création de la HAC, de la Haute Autorité pour la Communication, de la réforme du secteur de l'audiovisuel avec le changement du statut de l'ORTM et le passage à la télévision numérique terrestre TNT, la création du centre d'information gouvernementale Sigma, les lois sur la cryptologie au Mali et les transactions, échanges et services électroniques, la politique nationale de communication pour le développement, la loi sur la société de l'information au Mali, la mise sur pied du comité de pilotage du programme e-gouvernement, les textes sur la relance de la poste et de la réglementation des secteurs postal, la dotation de l'AMAP d'une nouvelle imprimerie. Depuis 2014, il est membre de l'Académie internationale des télécommunications. Dans l'exercice de ses fonctions, il a retenu l'attention de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques pour ses qualités tant professionnelles qu'intellectuelles et morales. Tous reconnaissent en lui un cadre compétent, intellectuel, intelligent, sérieux, très exigeant sur la qualité du travail, mais aussi très courtois et respectueux dans ses rapports avec les autres. Tel est le docteur Shogel Kokala Maïga, d'abord un brillant élève, ensuite un étudiant studieux, enfin un cadre efficace.